Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons parler de soft power d'un point de vue chinois, Rensheli en chinois, Rensheli. Et on va aussi parler de culture en tant que puissance nationale, c'était le titre d'un ouvrage de Wang Huning, 作为国家势力的文化. Donc, c'est un commentaire de ce texte de Wang Huning, de la notion de soft power revisitée, avec des nuances chinoises, vous allez voir, qui sont assez originales, et un commentaire du chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine, donc du recueil des textes de Xi Jinping. Chapitre 9 qui rassemble d'ailleurs 9 discours tenus par Xi Jinping sur les rapports entre confiance et culture. Comme je le disais dans une autre vidéo, dans une autre sous-section de mes recherches, il s'agit d'une exhortation pour les Chinois, exhortation à retrouver confiance dans leur culture, une culture qui est elle-même une culture de la confiance. Le concept de soft power vient de Joseph Nye, qui l'avait employé dans un ouvrage que vous connaissez sans doute, Bound to Lead, The Changing Nature of American Power, un ouvrage paru en 1990, dans lequel il opposait ce soft power au hard power command pour désigner les formes de pouvoir non coercitifs, formes de pouvoir qui étaient devenues prédominantes à la fin de la guerre froide et qui permettent d'influencer. C'est un pouvoir d'influence, le soft power, pouvoir d'influencer l'agenda des questions internationales et de peser dans le débat sur la définition des normes. Il évoque la capacité à susciter des comportements coopératifs, cooperative power behavior, comme il dit, insistant sur le fait qu'une puissance réussit mieux par des comportements incitatifs que par des moyens de direction et de contrôle contraignants. Parmi ces moyens, outre la force ou la séduction qu'exerce le fonctionnement des institutions, Joseph Nye évoque la culture. Mais tandis qu'il développe ce concept pour contredire les déclinistes, c'est-à-dire tous ceux qui pronostiquent le déclin des États-Unis, Wang Huning reprend le même concept, le concept de soft power, traduit en chinois par Rensheli, comme je le disais. Dès 1993, donc très vite, Wang Huning saisit l'importance de ce concept, mais dans un ouvrage qui passe pour ainsi dire inaperçu, pour pronostiquer l'essor de la puissance chinoise et en discuter les conditions. Un essor qui ne cesse de se confirmer, comme vous le savez, puisque nous sommes maintenant 25 ans plus tard, un essor qui ne cesse de se confirmer sans pouvoir être toutefois aussi attribuable à sa culture qu'à son attractivité économique. Enfin, 25 ans plus tard, donc Xi Jinping reprend la thèse d'un soft power, la thèse de Wang Huning, la thèse d'un soft power ou d'une puissance nationale fondée sur la culture et sur un type de culture concurrent de la culture américaine de la liberté et du productivisme. Il s'appuie sur une culture confucéenne de la confiance qui, comme je vous le disais, est en même temps une confiance, l'affirmation d'une confiance dans la culture néo-confucéenne. Confiance dans sa culture et culture de la confiance.
Voilà, il s'agit essentiellement de la confiance du peuple chinois en sa propre culture, confiance mise à mal, vous le savez, par les ravages de l'impérialisme colonial entre le milieu du XIXe siècle, 1842 très exactement, date fatale de la signature des traités inégaux, Bupingdeng-Qiaoyue, à la fin de la première guerre de l'opium, et par la diffusion aussi, confiance du peuple chinois en sa propre culture, mise à mal par la diffusion des valeurs libérales tout au long du XXe siècle. Et depuis la période de réforme et d'ouverture, aussi par la diffusion de la culture occidentale en Chine, et un mouvement, disons, initial de libéralisation en Chine. Alors, ce n'est pas seulement la confiance, mais la culture chinoise qui est présentée comme une promesse de résilience, et la sagesse confucéenne, cette sagesse confucéenne réhabilitée depuis les forums internationaux commencés dans les années 78, en 1978, cette sagesse confucéenne y a pris une part ou une place croissante, y occupant désormais une part privilégiée. Wang Huning est le numéro 5 du Parti communiste chinois, je pense que vous le connaissez. C'est lui qui thématise et qui problématise la culture dans le renouveau de la nation chinoise en 1993, déjà dans un livre qu'il publiait sous le titre de Soft Power, la culture en tant que puissance nationale. Donc Yuan Shili, ou plutôt d'abord Zuowei Guojia, Zuowei Guojia Shili de Wenhua, Yuan Shili. La Yuan Shili signifie soft power, si vous voulez, en chinois. Donc un texte de 1993, disais-je. Xi Jinping, lui, affirme l'importance stratégique de la culture comme moyen de restaurer la confiance en soi, zixing, la confiance en soi du peuple chinois en vue de son grand renouveau. Voyez notamment tome 2, page 423 et suivante. Il la justifie par des arguments nationalistes et sécuritaires, mais aussi par un besoin plus universel pour, je le cite, une juste direction spirituelle de l'humanité. Vous trouvez ça, par exemple, à la page 423 également, du tome 2 de la gouvernance de la Chine. Cette culture, ce sera un contre-modèle, évidemment, à la culture universelle occidentale, à l'universalisme occidental, qui est un universalisme uniformisant et hégémoniste, soupçonné d'être au service de l'idéologie capitaliste. Donc, deux conceptions de l'universalisme s'opposent ici. Et on aura évidemment à en reparler plus loin. Ce sera notamment l'objet d'une prochaine analyse, qui est une sous-section de ma recherche, que j'ai intitulée « Théologie du cosmopolitisme ». La stratégie philosophique de Xi Jinping ne consiste pas, dans ce chapitre 9 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine, notez-le bien que sa stratégie philosophique ne consiste pas à dénoncer la culture occidentale, mais à mettre en lumière le caractère universellement particulier des conceptions de la culture et des médias qui la véhiculent. La seule chose qui soit universelle sur la Terre, si vous voulez, c'est que
Chaque culture est particulière. L'erreur n'est donc pas de défendre une culture, mais de faire comme si tout le monde pouvait et devait l'accepter. Cette erreur est une mystification à visée hégémonique, au service d'une entreprise de domination. Elle fait passer des choix possibles, et en soi légitimes, mais particuliers et à certains points de vue contestables, pour universellement recevables et pour nécessairement transposables. Au lieu d'attaquer frontalement les tentatives diverses de monopolisation de l'universel, vous noterez que tout au long de ses discours sur la culture, Xi Jinping se place d'emblée dans une perspective particulière. Il ne parle qu'au nom de la Chine et ne vante que ses valeurs nationales et multipolaire, puisque chaque pays a légitimement sa propre culture. La proclamation de cet universalisme, que je qualifie de perspectiviste, vise moins à problématiser la place essentielle de la culture dans la politique que le sens de la politique elle-même en fonction de la conception de l'universalisme qui la sous-tend. Loin de toute conception de la culture comme folklore ou comme marché, Xi Jinping reprend à Wang Huning, ou peut-être partage avec lui, je crois que ce serait plus exact de le dire comme ça, comme il partage aussi avec Nietzsche, je crois, l'idée que la culture est une expression de la puissance d'un peuple. Et ce qu'on appelle en chinois Yuanshili, ce qu'on appelle soft power, ou littéralement, si vous voulez, en chinois, Yuan, ça veut dire doux, mou, souple, et Shili, force ou puissance. Donc ce qu'on appelle Yuanshili, littéralement puissance douce, traduit dans ses productions culturelles diverses les valeurs qui reflètent les moyens efficaces par lesquels elle réussit à s'inscrire durablement dans l'histoire, à affirmer sa force d'exister. Il défend l'idée que la culture qui dessine les lignes de force de l'histoire est une création du peuple. Et qu'elle fait partie, alors quand je dis création du peuple, là je le cite, page 393, et elle fait partie, au même titre que l'économie, le droit, la puissance militaire, etc., des moyens de satisfaire les besoins du peuple. Mais tandis que l'économie satisfait des besoins matériels, ou l'armée un besoin matériel de sécurité physique, etc., la culture, elle, satisfait des besoins spirituels. C'est ainsi que Xi Jinping la présente. Donc dans le projet socialiste, dans le projet politique socialiste, il s'agit toujours de satisfaire les intérêts fondamentaux du peuple. On ne le redira jamais assez, et c'est à cette fin que la Chine entend garder le contrôle absolu des médias, cinéma, presse, internet, etc. Il s'agira d'éviter toute exploitation, je dirais même toute manipulation, de l'opinion publique à des fins étrangères, à cet objectif de satisfaire l'intérêt du peuple. Par exemple, aux fins du capitalisme. Et il s'agira donc de promouvoir une cyberdémocratie susceptible de faire contribuer les relations culturelles à l'essor d'une société socialiste, c'est-à-dire d'accroître pratiquement la puissance collective. Peut-on reconnaître dans ce projet socialiste l'influence d'un certain nietzschéisme, l'influence de Nietzsche?
Dans son discours sur le développement innovant de la culture traditionnelle, où Xi Jinping souhaite mettre l'ancien au service du présent, on reconnaît bien l'intention nietzschéenne de féconder le passé pour engendrer l'avenir. Formule très célèbre de Nietzsche, mais que Xi Jinping ne cite pas, ou en tout cas ne cite pas nommément. Xi Jinping se proposerait donc de soutenir cette fécondité par la volonté et les moyens politiques du socialisme à la chinoise, afin de neutraliser ce qu'il appelle le nihilisme historique. Plusieurs raisons rendraient la référence à Nietzsche, une référence explicite à Nietzsche, intempestive. N'étant pas chinois, d'abord, sa référence ne serait pas cohérente avec le projet de siniser les sciences humaines. Et par ailleurs, même s'il existe un nietzschéisme de gauche, le souvenir du procès de Nuremberg suffit à rappeler que la référence à Nietzsche peut engendrer plus de confusion et de polémique qu'elle n'éclaire de difficultés. Elle a déjà tragiquement servi de justification idéologique à une cause populaire de régénération. Évidemment, je pense à Hitler lorsque je dis cela, et je vous renvoie à l'article d'Edith Fuchs, Hitler, lecteur de Nietzsche, dans la revue d'histoire de la Shoah, un article de 2018, page 87 à 109, que vous pouvez lire sur kern.info, comme vous le savez peut-être si vous connaissez ce site. Donc, on peut comprendre qu'elle ait pu sembler inappropriée, cette référence à Nietzsche, dans un contexte où la politique chinoise de la puissance est déjà trop souvent confondue avec une politique du pouvoir, avec une politique de la domination. Peut-être a-t-il semblé plus prudent de cyniser Nietzsche, si vous voulez, c'est-à-dire d'exploiter ses concepts sans nommer le philosophe. Ses conceptions de l'histoire, comme volontarisme héroïque, et de la puissance, comme affirmation de la vie, restant intelligible sans avoir besoin de recourir à l'ensemble de sa philosophie, puisque, comme vous le savez sans doute, la philosophie de Nietzsche ne forme pas un système, et donc les intuitions peuvent s'en extraire de l'ensemble opportunément, selon l'usage qu'on voudra bien en faire. Alors, cette forme de récupération, si vous voulez, on peut parler de récupération ici, sans nuance de jugement, hein, sans que ce soit péjoratif, je crois que c'est un trait méthodologique caractéristique de la politique universaliste de Xi Jinping. Son multiperspectivisme ne la limite pas aux ressources traditionnelles de sa culture propre. Elle ne s'auto-condamne pas, si vous voulez, à ne parler que d'auteurs chinois. Mais elle s'ouvre librement à tout ce que les cultures étrangères ont produit pour le comprendre, l'interpréter et lui donner un sens et une utilité pour le présent afin de résoudre les problèmes qui se posent actuellement aux Chinois, en assumant parfois explicitement ses ressources ou ses autorités, comme c'est le cas par exemple de Marx ou de Leibniz, qui sont explicitement nommés, et en les taisant parfois. Notamment quand la référence à ces auteurs est susceptible de générer, je crois, une certaine perplexité ou une certaine confusion, comme c'est le cas notamment de Jean Bodin ou de Hobbes ou de Spinoza, qui ne sont pas des auteurs explicitement nommés par Xi Jinping. Qu'il y ait
une doctrine herméneutique sous-tendant la rhétorique du socialisme à la chinoise, eh bien, c'est ce que nous apprennent les discours de Xi Jinping, qui en définissent le principe. Il s'agit, je cite Xi Jinping, de prendre racine en Chine et s'inspirer de l'étranger. Li zu zhongguo, jie jian guo wei. Li zu zhongguo, jie jian guo wei. Donc, prendre racine en Chine et s'inspirer de l'étranger, c'est ce que Xi Jinping lui-même dit, tome 2, page 422, si vous voulez retrouver la référence exacte dans la traduction française. Cette stratégie socialiste d'interprétation et d'intégration, d'assimilation si vous voulez, des productions culturelles de toute l'humanité à l'aune de leur utilité pour le présent, prolonge et enrichit le projet de Feng Guifeng que j'avais déjà analysé plus haut, Zhongqi Xiyong, c'est-à-dire une formule que vous connaissez peut-être, qui est célèbre et qui a été maintes fois commentée, la Chine pour structure et l'Occident pour fonctionnement. Zhongqi Xiyong. Les productions culturelles de l'Occident peuvent et doivent, pour l'enrichir indéfiniment, être intégrées au fond de pensée chinois présent. Je dirais même plus qu'intégrées, effectivement, assimilées. Elles servent à élargir et à renforcer la structure chinoise elle-même, mais de telle sorte que le parfum et le goût de la Chine en soient exaltés. Et je citerai ici pour l'illustrer cette formule de Xi Jinping, celui qui goûte aux fruits pense à l'arbre, celui qui boit songe à la source. Luo qi shi zhi si qi shu, yin qi liu zhe, huai qi yuan. Voilà. Luo qi shi zhe si qi shu, yin qi liu zhe, huai qi yuan. Voilà. Celui qui goûte aux fruits pense à l'arbre, celui qui boit songe à la source. Bon, cette instrumentalisation de la culture fait craindre le pire, c'est-à-dire son inféodation au pouvoir dominant et sa stérilisation. Mais je pense avoir déjà démontré, notamment dans une précédente recherche sur la libération de la pensée, que Xi Jinping appelle de ses voeux, et sur la liberté d'expression, plus exactement sur le modèle chinois d'une libération de la pensée sans liberté d'expression, il n'y a pas à craindre, en tout cas ce n'est pas l'intention de Xi Jinping, que de stériliser ou de tuer la pensée. Bien au contraire, bien au contraire. Et une métaphore proposée par Xi Jinping à Berlin en 2014 peut nous le rappeler ou nous le redire encore. Un grand pays, dit-il, devrait être comme le cours inférieur d'un fleuve. Il attire de nombreux affluents. Le soft power est donc encore et toujours pensé en termes de puissance et non de pouvoir. Il ne s'agit essentiellement ni de contraindre ni d'empêcher, bien que l'usage d'un certain pouvoir puisse s'avérer utile contre des artistes, par exemple, ou des intellectuels qui recevraient un soutien étranger destiné à la propagation d'idées séditieuses en Chine, tels que le trop fameux Liu Xiaobo. Mais il s'agit de faire servir les ressources culturelles du passé et du présent à l'engendrement d'un avenir focalisé sur la souveraineté nationale et le service du peuple. Donc, loin d'être une interprétation surdéterminée,
cette conception du soft power comme puissance douce, douce est évoquée par le terme Juan, opposé au dur du pouvoir militaire. Cette conception du soft power est retravaillée par Xi Jinping avec une cohérence radicale, puisque la douceur dont il est question n'est plus simplement celle de la culture en général, mais la douceur même de l'amour. Xi Jinping enracine en effet sa stratégie, cette stratégie de la puissance, dans une culture confucéenne de la confiance et de l'amour. Il l'enracine dans le retour d'une culture fondée sur le xiao. Xiao signifie respect filial, amour filial. Cet amour filial, ce xiao, étant pensé comme la racine du sens de l'humain, la racine de l'amour, la racine de la bienveillance, la racine du zhen. Il fait, Xi Jinping, explicitement de ce xiao et de ce zhen le point de départ du rêve chinois. Je le cite, et là je vous donne la référence, elle est importante, page 440 du tome 2 de la gouvernance de la Chine. L'amour comme point de départ du rêve chinois. Donc on est vraiment dans une puissance douce, le soft power comme puissance douce, comme puissance de la douceur, c'est-à-dire in fine comme puissance de l'amour, qui est le point de départ du rêve chinois. Le chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine, donc ce chapitre 9 sur la culture, ne se clôt-il pas, ou plutôt ne culmine-t-il pas symboliquement dans un discours sur la famille, comme un énième commentaire de la grande étude, projet de perfectionnement personnel et de salut collectif pour la famille, la société et l'humanité. Cette culture de la puissance est paradoxalement une culture de la vulnérabilité surmontée. Confucius, en effet, n'est pas l'homme des protocoles auxquels on le réduit trop souvent, mais je crois qu'il est plus fondamentalement l'archétype chinois d'une culture du vivre qui prend sa source dans le quotidien du xiao, du respect filial, de l'amour filial. C'est-à-dire une culture du lien réciproque qui unit les enfants à leurs parents et les parents à leurs enfants, d'un lien lourd à chaque geste, de choix axiologiques, mais un lien affectif, vivant et quotidien, avant tout indispensable à la survie du petit enfant. Confucius est donc pris ici comme archétype de l'amour, de la sécurité affective dont nous avons besoin tous pour transformer notre vulnérabilité personnelle initiale en puissance collective. Le projet fondamental de toute politique digne de ce nom, digne de l'humain, est d'étendre ces liens de coopération, cette affection sincère, aussi largement que possible, et idéalement à l'humanité tout entière. D'après l'idée même des entretiens de Confucius, d'après l'idée même du Lungü, selon laquelle, je vous le rappelle, entre les 4 mers, tous les hommes sont frères. Ce n'est qu'accessoirement ou marginalement, face aux récalcitrants obstinés à nous traiter en ennemis, qu'il s'agit de se garantir contre toute tentative de domination de façon réaliste, mais dans une posture seulement défensive. Fondamentalement, le projet d'un soft power va bien plus loin que celui de prendre les outils ou les productions culturelles pour vecteur de propagation d'une idéologie. Il s'agit de transformer l'insociabilité de l'homme en sociabilité, de transformer ou de transmuter
la dureté des rapports de pouvoir ou de domination en douceur de rapports de puissance, en douceur de rapports de composition de puissance. C'est-à-dire de déployer le potentiel commun de bienveillance ou d'amour pour faire de l'humanité une fraternité. L'essence de la politique pro-confucéenne de Xi Jinping, c'est de permettre à cette vertu cardinale, le gène, le sens de l'humain, l'amour, de diffuser par capillarité à l'ensemble de l'humanité les liens d'affection qui unissent les enfants à leurs parents. Et là, je vous renvoie, si vous voulez, à ce commentaire de la grande étude, cette traduction et ce commentaire de la grande étude dans la perspective du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère que j'ai déjà mis en ligne. Voilà, c'est, je crois, suffisant pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle méditation de philosophie morale et politique chinoise. À très bientôt. Au revoir.